Alors, la semaine prochaine, nous allons jouer, comme on dit, à plateau complet, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Il y a le film de Michel Deville, qui s'appelle Toutes peines confondues. Nous aurons donc la présence du metteur en scène, l'un des grands metteurs en scène français, Michel Deville. Ses interprètes principaux, s'il vous plaît, Jacques Dutronc, Patrick Bruel, Mathilda May, et puis une jeune comédienne dont on vous avait parlé, qui s'appelle Sophie Broustal. Il y a le film de Claude Goretta, L'ombre, magnifique aussi, lui, et nous recevons sur ce plateau Pierre Arditi. Il y a enfin Indochine, et Indochine nous vaudra la présence d'un Suisse qui fait, ma foi, une très jolie carrière. Il s'agit de Vincent Pérez, que vous avez pu voir dans La Neige et le Feu, dans le Cyrano où il jouait Christian, et là dans Indochine, eh bien il est le partenaire, l'un des rôles principaux, avec Catherine Deneuve, à laquelle nous consacrerons un gros plan, je crois dans 15 jours à peu près. Voilà pour le plateau de la semaine prochaine, et puis comme film de la soirée, un film magnifique de Louis Malle, avec en tête de distribution Michel Piccoli et Miu Miu et bien d'autres acteurs de talent. Ça s'appelle Milou en mai. En voici un extrait. Bon, s'il ne reste que la maison et les terres, c'est difficile à partager en trois. Moins qu'on vende. Comment de quoi? La maison et les terres. On se partage l'argent, c'est plus facile. L'argent et les meubles. Mais j'ai rien contre, hein. We could use the money. Vous voulez vendre la maison? Pourquoi pas? Enfin, c'est tout ce qui nous unit, cette maison. On n'existe plus sur la maison. On est des Romanichels, on est de nulle part. Écoute, Milou, c'est bien joli de te laisser ici, mais sans les vignes, comment vas-tu vivre? Tu n'as jamais gagné un sou de ta vie. Et pour partager les meubles, comment faites-vous? Comme on fait toujours, on fait 3 parts à peu près équilibrées et on tire au sort. Après, si on veut, on échange. Vous faites comme ça? Vous tirez au sort? Oui, toujours. On pourrait même commencer aujourd'hui, ça serait fait. Tu veux commencer aujourd'hui à partager les meubles? Devant maman? Évidemment. Pour une fois qu'on est tous là. Georges va s'en aller demain, Claire aussi. Claire, toi, à la maison, je suppose que tu t'en fous, tu viens jamais. Il n'y a que les meubles qui t'intéressent. Mais pourquoi tu décides de tout? C'est pas toi qui hérites. C'est ton père. Toi, tu n'as droit à rien. Mais pourquoi vous voulez tout vendre? Vous êtes fous. Les vignes, à la rigueur, ça vaut plus rien, mais gardons la maison. Et venez tous en vacances, comme on l'a toujours fait. Oh merde! J'ai plus faim! Je mourrai ici, moi, sinon. On ne privera pas de mon enfance, hein, je vous avertis. Voilà, c'était donc un extrait de Milou en mai. Ça, c'est pour la semaine prochaine avec un plateau, comme je vous l'ai dit, qui sera très complet. Avant de vous quitter, simplement une petite précision. Nous avons reçu une lettre suite à l'édition de Spécial Cinéma que nous avions consacrée la semaine dernière, vous vous en souvenez, à la prévention contre le sida. Un docteur nous signale que bien avant de RIB, il y a eu une bande dessinée qui alertait justement les jeunes sur le danger du sida. Elle était éditée par l'Institut Pasteur. Eh bien, tant mieux, abondance de bien ne nuit pas, surtout dans un domaine comme celui-ci que nous avons eu très largement l'occasion d'évoquer la semaine dernière. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité et merci d'être resté en notre compagnie pour vous distraire et vous informer. À lundi. La télévision suisse romande et H&M vous ont présenté Spécial Cinéma. Mercredi sur la TSR. À bon entendeur, les frais bancaires.
Depuis le 1er janvier dernier, chaque opération financière commandée à votre banque est facturée. À bon entendeur a fait le calcul de ce que vous coûtent annuellement ces nouvelles mesures. Suivez cet avion, une comédie farfelue avec Lambert Wilson et Claude Pieplu, sans compter l'irrésistible punch d'une bigote pilleuse de banque. On se marie dans l'avion et on divorce à l'atterrissage. Télescope, hérédité à la carte. Le génie génétique de A à Z. Ses moyens, ses enjeux. Rencontre avec des chercheurs qui manipulent la science de demain. Fan de sport, championnat suisse de football. Nocturne, la fille aux allumettes. Un conte de fées pour adultes, signé Aki Kaurismäki. Kuinka saatoitkaan tehdä kaikki unelmat ihanat tyhjiksi haaveiksi vaan. Express yourself. Some people have everything and other people don't. But everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Question. C'est exact. Elmex vert au fluorure d'amine. Pour les collets dégagés et la prophylaxie des dents sensibles. Elmex. Il n'y a pas mieux pour vos dents. Dans quel aliment trouve-t-on les vitamines et substances nutritives suivantes? Le fer, les vitamines B, les hydrates de carbone et les protéines. Premier candidat? Impossible. Faux. La viande suisse? Oui! Dans la viande suisse, tout y est! Eurocard Mastercard du TCS. Une grande carte de crédit à petit prix. Eurocard Mastercard. Encore une bonne raison d'entrer au TCS. 30 francs par an seulement. Carte gratuite pour le conjoint. Pour les sociétaires du TCS. L'eau du robinet, en Suisse, elle est généralement bonne. Avec Brita, elle devient encore meilleure. Parce que le filtre Brita lui enlève le calcaire et le chlore. Avec Brita, l'eau devient meilleure pour votre machine espresso, meilleure pour votre thé, meilleure pour vos plantes et encore meilleure à boire. Avec Brita, nous n'avons pas fini d'aimer l'eau de robinet. Uniroyal, le pneu pluie qui ne vous laisse jamais tomber. Uniroyal, le pneu pluie. Madame, Monsieur, bonsoir. On retiendra de cette journée qu'elle fut importante sur le plan électoral dans plusieurs pays d'Europe, à commencer par le nôtre, où ce week-end les regards se sont tournés vers le Tessin. Le Tessin, où la désormais célèbre Lega a fait une entrée remarquée dans les exécutifs communaux. Rappelle les précisions, Philippe Lugassi. La Lega, ce parti populiste qui avait enregistré un succès spectaculaire l'an dernier, s'affirme comme numéro 3 des partis tessinois. Avec un peu plus de 16% des suffrages, la Lega se place devant la gauche, mais derrière le parti radical et le parti démocrate chrétien. À Lugano, le mouvement de protestation populiste se paye même le luxe d'éjecter le PDC de l'exécutif communal en lui prenant ses 2 mandats, ce qui autorise son président à un langage beaucoup plus pragmatique. Il se dit prêt à collaborer avec tous les partis de la gauche à l'extrême droite. À défaut d'une révolution populiste, la Lega tentera d'imprimer sa vision des choses aux affaires communales.
Électrochoc politique en Italie, après la France et l'Allemagne, nous le verrons dans un instant, et peut-être avant la Grande-Bretagne, nous en parlerons demain. L'Italie a été secouée aujourd'hui par un véritable séisme politique. Ce séisme a frappé la péninsule au détriment des partis traditionnels et surtout au détriment des partis de la coalition au pouvoir. Yves Maga nous explique pourquoi et comment. La fragile coalition de centre-gauche, ici en bleu, a vécu. Elle obtiendrait moins de 49% des suffrages à la Chambre des députés. Le grand perdant est bien sûr la démocratie chrétienne. La Dici perd plus de 5% par rapport à 1987. Ses partenaires principaux dans la coalition, les socialistes, perdent aussi des voix. Surprise pour les communistes, l'ancien PCI, divisé entre les réformateurs du PDS et les conservateurs de Refondation communiste, se maintiendrait quand même à plus de 21%. Alors, où sont allées les voix ? Une bonne part, comme prévu, vers les ligues régionalistes du Nord, plus de 10%. Leur leader, Umberto Bossi, exulte. Les ligues représentent maintenant une force politique au niveau national, avec laquelle il faudra compter. Quant aux néofascistes, malgré l'appui de la petite fille de Mussolini, ils ne bougent pas beaucoup. Ils restent entre 5 et 6%. Et puis une projection par ordinateur donnée il y a quelques instants à peine une courte majorité en siège à la coalition sortante, à la Chambre basse en Italie, bien qu'elle ait obtenu moins de 50% des voix aux législatives. La projection des voix en termes de sièges donnait aux 4 partis de gouvernement une majorité de 13 sièges à la Chambre des députés. Attention, danger. Le chancelier Helmut Kohl a déclaré qu'il fallait prendre très au sérieux la percée de l'extrême droite survenue ce week-end à la faveur d'élections régionales en Allemagne. Hier, en effet, 2 partis d'extrême droite ont provoqué une énorme surprise en entrant en force dans les parlements régionaux. Irène Chaland nous en parle. Avec 10,9% des suffrages, le parti de l'extrême droite entre par la grande porte au Parlement de Bade-Württemberg, comme dans celui du Schleswig-Holstein. Franz Schönhuber, le leader du parti, un ex-SS se prétendant non raciste, ne s'attendait pas à un tel plébiscite. Le parti d'extrême droite, on le voit sur ce graphique, se retrouve en effet avec 10,9% des voix en 3e place devant les libéraux et les Verts. Ces élections qualifiées de séisme par les politiciens vont bouleverser probablement la ligne des partis traditionnels. Vogel-Rouet, ministre de la Défense et dauphin du chancelier Helmut Kohl, a rapporté l'inquiétude du gouvernement. Selon lui, il s'agit d'un double vote de protestation à la fois contre ce gouvernement et contre l'opposition. En fait, d'un électrochoc qui devrait amener les forces politiques traditionnelles à ne plus palabrer, selon son expression, et à changer la Constitution afin de restreindre l'arrivée de requérants d'asile. Panique à Sarajevo, ça n'est pas le titre d'un film, mais le reflet de la triste réalité d'une ville de Yougoslavie où les combats faisaient rage aujourd'hui, malgré l'appel au cessez-le-feu. Dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine, de violents et meurtriers affrontements ont opposé musulmans et minorités serbes. La confusion règne sur place. On parle de 9 morts. Jeanne Levis, dans la complexité des informations qui nous parviennent de cette région, a essayé pour nous d'y voir clair. Toute la journée, 30 000 pacifistes ont manifesté devant le Parlement pour réclamer la fin des affrontements. Mais des irréductibles de la milice serbe embusqués dans un hôtel ont fait couler le sang, comme hier, en tirant sur la foule. Dans la panique, des gens sont tombés. Un médecin de l'hôpital municipal a fait état de 5 morts au moins et de dizaines de blessés. Précédemment, Radio Sarajevo avait parlé de 9 morts. Ce soir, elle indique 2 morts. Il y aurait eu aussi 2 policiers tués à l'aéroport, désormais sous contrôle de l'armée fédérale. Tout près de là, les miliciens serbes ont pillé un important dépôt de munitions de la police bosniaque. Des rafales d'armes automatiques ont célébré ce soir la reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine par les 12 de la CE. Mais pour garantir la paix, les Bosniaques réclament surtout chez eux, comme en Croatie, le déploiement des casques bleus de l'ONU. Et tandis que le couvre-feu était décrété à Sarajevo, nous l'avons appris en cours de soirée, la communauté européenne effectivement a décidé de reconnaître officiellement la Bosnie-Herzégovine en tant qu'État indépendant. Bruxelles a parallèlement décidé de différer sa décision concernant la Macédoine, qui souhaite également quitter la fédération yougoslave. Le nom de l'Iran est un nom qui reviendra souvent à la une de vos journaux demain matin. Plusieurs ambassades d'Iran ont été prises d'assaut un peu partout hier dans le monde. Bonn, Londres, New York par exemple, mais aussi Berne. Pourquoi, comment et par qui? Tour d'horizon, Philippe Lugassi. Rien n'a résisté aux commandos des Moudjahidines. On ne connaît pas encore le montant des dégâts et si des documents ont été dérobés. Les assaillants sont entrés par une porte dérobée, fermée par une simple planche de bois.
Des travaux étaient en cours. Il n'y avait personne pour donner l'alerte et l'alarme ne s'actionne que depuis l'intérieur. Personne n'a donc pu s'interposer. Selon l'Iran, la Suisse n'a pas respecté la Convention de Vienne sur la protection des diplomates, ce qui a été formellement démenti aujourd'hui par le département des Affaires étrangères. Même scénario à New York. Dans cet immeuble hier, on a frôlé le drame, quand 5 militants iraniens des Moudjahidines ont trompé la surveillance des gardiens de l'immeuble. Ils ont complètement détruit la mission iranienne. Aujourd'hui, l'Iran réclame l'extradition des assaillants qui ont saccagé ses ambassades dans une dizaine de pays. Coup d'État civil au Pérou. Après 20 mois de présidence et de conflits permanents avec les pouvoirs législatifs et judiciaires de son pays, le président Alberto Fujimori a décrété la dissolution du Parlement et la suspension des garanties constitutionnelles. Ce coup de force a été exécuté avec l'appui des militaires. Synthèse et précision, Alec Feuz. Lima avait ce matin tous les signes extérieurs d'un coup d'État militaire, mais c'est bien la première fois dans ce pays habitué à ce type de putsch que le président démocratiquement élu par 60% des votants choisit de bloquer ainsi le fonctionnement démocratique et constitutionnel. Dans son discours télévisé hier soir, le président putschiste affirmait la nécessité de poursuivre les réformes économiques pour améliorer le niveau de vie de la population et d'affirmer que les mesures de suspension de la Constitution qu'il avait dû prendre étaient provisoires. Depuis sa prestation de serment en juillet 1990, le président Fujimori a imposé au pays une thérapie de choc, provoquant une reprise de la croissance économique et une forte réduction de l'inflation. Mais l'opposition systématique d'un Parlement dans lequel son parti est minoritaire l'empêchait, affirme-t-il, de poursuivre son programme de réforme. Et puis nous venons de l'apprendre, le gouvernement péruvien a démissionné à l'issue d'une réunion au ministère de la Défense avec le président Fujimori. Le Premier ministre a présenté la démission de son cabinet en signe de désaccord avec les mesures d'exception prises par le président. Mini-sommet africain aujourd'hui à Genève, une rencontre consacrée à la paix au Libéria. Il s'agissait pour les partenaires de faire le point 5 mois après la signature d'un plan de paix signé en Côte d'Ivoire. Ce mini-sommet était placé sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Richard Labévière était présent à l'ouverture des travaux. Des deux frères ennemis du Libéria, le président par intérim Amos Sayer, installé à Monrovia, est arrivé le premier, suivi du chef rebelle Charles Taylor qui contrôle la plus grande partie du pays en dehors de la capitale. Le Sénégal et son président Abou Diouf sont également associés à ce plan de paix, de même que le vice-président du Nigeria et le Burkinabé Blaise Compaoré. Ce mini-sommet africain convoqué par le président ivoirien Houphouët-Boigny dans sa résidence genevoise doit relancer le processus de paix amorcé en octobre dernier à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Avant de désarmer totalement ses troupes, Charles Taylor demande néanmoins que le Libéria soit nettoyé des divers mouvements de guérilla qui regroupent de nombreux soldats de l'ex-président libérien Samuel Doe. Un nouveau plan de désarmement a donc été négocié, un plan qui, s'il est appliqué, devrait permettre la tenue d'élections présidentielles. Deux faits importants à retenir dans l'actualité économique de cette journée. D'abord, Nestlé a annoncé qu'il contrôlait désormais le numéro 1 mondial des eaux minérales. J'ai besoin de préciser qu'il s'agit de Perrier. La filiale française du géant suisse de l'agroalimentaire a en effet acquis 22,1% du capital de la célèbre bouteille. Et puis, deuxième fait du jour, la COP, le numéro 2 du commerce de détail en Suisse, a passé pour la première fois en 1991 le cap des 10 milliards de francs de chiffre d'affaires, ce qui équivaut en pourcentage à une hausse de 8,9%. Toujours en Suisse, mais sous l'angle des marchés financiers cette fois, les chiffres du chômage pour le mois de mars, publiés par l'Offian, font état d'une progression de 2,3 à 2,5% de la population active. Malgré cela, le marché suisse, entraîné par les autres places européennes, gagne 0,4% à 11,38,2 points. Le mauvais résultat aux élections du parti de M. Kohl en Allemagne étant largement anticipé par la bourse, cette dernière gagne 0,9% à 17,34,2 points, essentiellement en raison de la fermeture de positions spéculatives. Les Scudo, poussé par des taux d'intérêt élevés, s'est montré ferme dès son entrée dans le mécanisme du système monétaire européen vendredi. La monnaie portugaise évolue au taux de pivot de 178,4 escudos par écu et se situe dans la bande large des 6%. Les 100 escudos s'échangent à 1,06 francs suisses.
Le dollar subit la pression de la remontée des taux d'intérêt en Europe ainsi que des rumeurs de réaménagement au sein du SME. Le billet vert termine à 1,4860 contre franc suisse. Et puis à Wall Street, le Dow Jones a clôturé à la hausse de 26,16 points, soit un gain de 0,79%. L'indice des valeurs de dettes américaines s'est affiché à la cloche à 3275,27 points. Je ne saurais vous quitter sans vous donner les prévisions de la météorologie pour demain. Les températures seront en légère hausse, mais le ciel sera parfois nuageux, surtout l'après-midi. Quelques averses éparses ne sont d'ailleurs pas à exclure. Mercredi et jeudi, le soleil sera à nouveau de la partie. Pour la fin de la semaine, ces conditions devraient se maintenir, nous dit la météo suisse, qui met toutefois cette dernière affirmation au conditionnel. Voilà, point final de cette dernière édition, non sans vous souhaiter la meilleure des fins de soirée. Le temps d'un générique, et c'est Pierre-Pascal Rossi qui vous accueille pour parler littérature. Merci de votre attention, au revoir et à demain. « 13 portraits originaux d'hommes et de femmes qui font la Suisse. 13 ambassadeurs hors pair à découvrir dans Visage Suisse. Mario Botta, Jean-Pascal Delamura, Marie-Josée Knie, Jean Tinguely, Pascal Auberson et bien d'autres au sommaire d'une cassette vidéo exceptionnelle signée par 13 cinéastes helvétiques. Disponible au 048 02 15 15 et en 5 versions pour 59 francs. Visage Suisse. Isostar, c'est le plein d'énergie qui te soutient jusqu'au bout. Et voici une machine à laver Merker qui s'adonne à son passe-temps favori. Elle lave, et lave, et lave. Une Merker pour toujours. Everywhere is Redson's Air. Et voici votre casque pour faire du vélo en toute sécurité. Bon de commande sur chaque bouteille de Red Sunzer. Autel, le rendez-vous littéraire de Pierre-Pascal Rossi. Bonjour et soyez les bienvenus à Autel. Victor Paskov, vous vous souvenez sans doute de cet écrivain bulgare qui était venu à Autel il y a 2 ans et demi nous présenter son premier roman traduit en français, Ballade pour Görgenig, aux éditions de l'Aube, une très belle histoire d'un petit violoniste et d'un vieux luthier. Et si j'affirme cela, c'est parce que je sais que vous aviez été nombreux à l'acheter, ce roman, après avoir entendu Paskov nous en parler. Alors, voici une bonne surprise, je pense, pour tous ceux qui avaient aimé ce premier roman. Victor Paskov est de nouveau avec nous aujourd'hui pour un second roman qui vient de paraître en traduction française, toujours aux éditions de l'Aube. Un très beau roman, beaucoup plus sombre, mais aussi peut-être plus fort encore que le précédent. Et il est intitulé « Allemagne, conte cruel ». Victor Paskov, alors entre la parution en français de votre premier roman et celui-ci, beaucoup de choses se sont produites. Le mur de Berlin s'est effondré, tous les pays de l'Est ont été bouleversés. Et vous, de votre côté, vous avez quitté la Bulgarie, vous êtes venu vous installer avec votre épouse et votre traductrice, qui était également votre traductrice, en France. Donc vous parlez le français.
On va donc pouvoir essayer de dialoguer en français en se passant les services de Marie Vrina, mais qui est tout de même en régie et qui peut intervenir si jamais vous avez de la peine à exprimer votre pensée. Alors, comme le précédent roman, comme le premier, celui-ci est un roman largement autobiographique. Oui,